toute franchise, l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et ce matin, Christophe, vous recevez Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, bonjour. Bonjour. Vice-président délégué des Républicains, c'est-à-dire numéro 2 du parti, député du Loir-et-Cher et auteur, je le rappelle, de Milieu de cordée, un livre passionnant sur votre parcours et sur l'idée que doit se faire la droite aujourd'hui d'elle-même. Le gouvernement, c'est nouveau, fait preuve d'optimisme face à l'épidémie. C'est vrai que les chiffres stagnent, voire baissent. Est-ce que vous approuvez la stratégie suivie, c'est-à-dire tout faire pour éviter un nouveau confinement ? Oui. On n'en peut plus, tout le monde en a marre. Et d'abord, c'est très difficile de gérer ce genre de crise, même si nous considérons, nous, que beaucoup d'autres choses auraient dû être faites, sur les masques, les tests, la stratégie des lits de réanimation ou encore la stratégie vaccinale. Nous continuons d'ailleurs de manière très, très modeste, dans le sens de l'intérêt général et du bien commun, de demander au gouvernement plus de transparence sur les doses et les vaccins disponibles dans nos territoires. C'est en tant qu'élu du Loir-et-Cher. Le Parlement est tenu à l'écart quand même. Voilà, c'est ce que je regrette le plus, c'est trois choses, parce qu'il faudrait qu'on essaye d'améliorer sans cesse, parce qu'il faut partir d'un principe tout simple. Le premier pays qui aura vacciné toute sa population sera le premier pays à renouer avec l'espérance, la croissance, la prospérité, la liberté de vivre, de travailler et de se cultiver. Et ce sera Israël avant la France. Et on a bien vu, admiratif ici, ce que les Israéliens, ce que les Britanniques, dans un autre style, réussissent. Parce que, par exemple, les Israéliens ont décidé d'associer les services logistiques des armées, ce que nous refusons pour le moment de faire, et ce que nous demandons, nous, depuis longtemps, parce qu'Israël a décidé de manière très souveraine et libre d'anticiper une vraie stratégie vaccinale, territoire par territoire, zone par zone, avec un lien très fort entre les collectivités, les services logistiques des armées, les médecins retraités, les médecins en activité, les jeunes étudiants en médecine. Voilà, on a beaucoup de retard en France, on paye au fond une incroyable et étouffante bureaucratie à la française. On paye cette bureaucratie à la française ou on paye le choix européen ? Si on n'a pas voulu y aller en achetant nous-mêmes les doses, on a joué la solidarité, était-ce une bonne chose ? C'est sans doute un peu les deux. Le problème de la France, souvent, et d'ailleurs dans tant de sujets, c'est la double peine. C'est-à-dire qu'on est pénalisé à l'intérieur par une vision très socialiste, très centralisée, très bureaucratique des choses. Tout se décide à Paris avec quelques hauts fonctionnaires qui méprisent profondément les territoires et les savoir-faire que nous avons chez nous, dans nos provinces. Et puis deuxièmement, une naïveté que n'ont pas eu, par exemple, les Britanniques, avec ce rapport à l'Europe que nous connaissons. Aujourd'hui, on est dépendant de la distribution européenne, et d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne est mise en cause ces derniers jours. Et elle a fait son mea culpa hier. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui rouvrir chez vous les châteaux de la Loire ? C'est grand, il y a de l'espace, il y a des courants d'air. En quoi est-il dangereux d'aller visiter un château de la Loire ? C'est typiquement la décision absurde bureaucratique française. Je vais prendre un exemple, alors qui est à mi-chemin entre la culture, le tourisme. C'est pas tout à fait un château de la Loire, mais c'est l'un des grands fleurons touristiques de ma région. Le zoo de Beauval ? Le zooparc de Beauval. Bon, 2 millions de visiteurs chaque année. Tout au long de l'été, par exemple, Rodolphe Delors a ouvert, parce que le gouvernement l'autorisait, Beauval avec des milliers de visiteurs chaque jour. Il n'y a pas eu un seul cas, ou sur les milliers, quelques cas isolés, en plus pas graves. Donc là, vous réclamez la réouverture. On voit bien la différence. Pourquoi permettre aux Français de prendre le métro ? Et pourquoi leur interdire de se trouver à Chambord, dans un château de la Loire, d'aller au zooparc de Beauval, d'aller au Puy du Fou ? Enfin, on voit bien. Vous comprenez Louis Alliot, donc le maire de Perpignan, qui réclame l'ouverture de ses musées. Nous demandons, oui, depuis le début, nous, élus des territoires de bon sens, avec des protocoles sanitaires stricts, la réouverture des lieux de culture, des lieux de tourisme, des lieux de restauration. C'est la même chose dans un restaurant. On peut très bien imaginer, avec bien sûr des protocoles de prévention et de précaution stricts, la réouverture. Nous, on demandait cette réouverture dès le mois de décembre. Mais on a un gouvernement... Regardez, je vais prendre un exemple tout frais, les tests salivaires. On le demande depuis septembre. Ça arrive. Ça vient d'être autorisé... En gros, hier, par le gouvernement dans les écoles. Vous imaginez le temps perdu. Voilà, on a perdu beaucoup de temps. Vous êtes pour un passeport vaccinal qui permettrait de retourner dans ces lieux ? Alors, je pense que le passeport vaccinal, ce serait quand même un recul pour nos libertés. Et ça n'est envisageable que si tous les Français volontaires pour se faire vacciner peuvent se faire vacciner. Sinon, on est dans une privation très autoritaire de liberté. Donc je demande d'abord au gouvernement de tout faire comme il l'a promis pour qu'à l'été, tous les Français volontaires puissent
avoir été vaccinés. On Alors, en est loin. Il faudra ensuite reconstruire l'économie. Les Républicains ont proposé un plan de relance. L'Institut Montaigne dit attention, vous dépensez beaucoup trop, vous allez creuser la dette. La TVA 5,5% pour les restaurants, 400 000 jeunes touchant un chèque alimentaire, c'est trop généreux. Est-ce que vous avez basculé du côté de la dépense publique, quoi qu'il en coûte? Non, moi je combats depuis toujours le socialisme d'abord et la dépense publique et l'argent magique. J'invite l'Institut Montaigne, dont chacun connaît la proximité avec Emmanuel Macron, à lire nos documents jusqu'au bout. Avec Christian Jacob, notre document sur la relance économique s'appuie sur deux jambes. La première, bien sûr, une réduction drastique des dépenses publiques. Exemple, réforme des retraites, un an de travail en plus, ce sont des milliards d'euros. Une réforme de la politique migratoire pour conditionner l'accès aux aides sociales à 5 années de travail et de résidence en France. Un grand travail de lutte contre les fraudes fiscales et sociales qui, je rappelle, pénalise 100 milliards d'euros chaque année du budget de l'État. À l'inverse, avec ces économies, nous proposons, oui, une politique de la relance par la consommation, par l'investissement public. Je vais prendre un exemple, Jonathan. Nous croyons avec Christian Jacob que la relance de la France se fera à travers la valeur du travail. Comment mieux libérer le travail? Nous proposons un code du travail de 100 pages et non pas de 3000, parce qu'on n'y comprend plus rien. Nous proposons de mieux protéger le travail des délocalisations, de la mondialisation sauvage. Pourquoi pas une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, par exemple. Et enfin, de mieux récompenser le travail. Le grand drame en France, c'est lorsque vous travaillez, vous êtes fiscalisé, suspecté, administré, contrôlé. Et quand vous ne travaillez pas, vous ne faites pas l'effort de vouloir chercher un travail, l'aide sociale tombe automatiquement. Il faut recréer un écart entre le revenu du travail et le revenu de l'assistance. Et vous voulez, pendant ce temps-là, pousser devant nous la dette Covid pendant un siècle. Mais ça veut dire l'annuler. Non, nous sommes totalement opposés à l'idée d'annuler la dette. Toute dette doit être remboursée, mais nous disons, de manière pragmatique, avec François Baroin, nous disons qu'il y a la dette publique nationale d'un État. Elle est le fruit de 40 années de mauvaise gestion des deniers publics. Toutes les générations avant nous, notre génération hérite de ça, de 2500 milliards d'euros de dette. Il faut rembourser. Bon. La dette Covid, c'est pas pareil, c'est une dette de guerre. Ça nous est tombé dessus. Si on veut relancer la croissance, lutter contre la pauvreté, aider notre jeunesse, nous proposons, nous, de l'isoler sur 50 ou 100 ans et de la rembourser par des ressources nouvelles. Je fais 3 propositions ce matin, complémentaires, ou une taxe sur les transactions financières, elle existe, on pourrait l'augmenter, ou une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, vous savez, pour lutter contre la concurrence déloyale sur le plan social et environnemental, ou enfin une taxe sur le numérique, sur les GAFAM. Qui est aussi dans les tuyaux. Qui est aussi dans les tuyaux. Donc il y a des ressources nouvelles, elle doit être remboursée, mais elle doit être isolée et sur un temps plus long. L'Assemblée nationale a voté hier dans la loi contre le séparatisme l'amendement Samuel Paty, c'est-à-dire que diffuser des renseignements sur la vie privée d'un individu dans un but malveillant sera désormais puni par la loi. Est-ce utile? Est-ce symbolique? Les deux, parce que les symboles parfois ont leur utilité, et évidemment, cette idée va dans le bon sens comme quelques autres petits articles de cette loi. Ce que nous regrettons, nous, le groupe Les Républicains, c'est que cette loi était l'occasion d'une lutte acharnée contre notre ennemi que nous devons désigner, l'islam politique. Il est désigné dans les motifs de la loi. Il n'est plus dans le titre. Il n'est pas évoqué. Beaucoup ont tenté à l'Assemblée nationale de contourner le problème. Je crois qu'on ne règle pas un problème quand on n'a pas l'audace de poser les mots. Moi, je le dis avec force. L'islam politique n'est pas compatible avec la France. Et le séparatisme qui gangrène la République et notre patrie depuis très longtemps doit être combattu avec force. Comment? D'abord en imposant partout et pour tous les lois de laïcité sur tout le territoire pour lutter contre le communautarisme. Deuxièmement, disons la vérité, on ne peut pas faire une loi contre le séparatisme sans évoquer la question de l'immigration. Moi, je propose un moratoire sur l'immigration, à l'exception des réfugiés politiques et des étudiants étrangers. On ne peut pas accueillir, comme Emmanuel Macron l'a fait, 275 000 étrangers légaux l'année dernière, sans parler des clandestins. Il faut un électrochoc parce que chacun comprend bien que l'immigration massive conduit à la concentration des populations, qui conduit au communautarisme, qui conduit à l'islamisme. Enfin, personne ne l'évoque, mais c'est un sujet très important, comment la France retrouve sa souveraineté et s'exonère en particulier de décisions parfois absurdes de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, je le rappelle, en 2018, pour prendre un exemple, avait condamné la France parce qu'elle voulait expulser un terroriste algérien, c'est-à-dire un Algérien condamné en France pour terrorisme, 7 années de prison, et on n'avait pas le droit de l'expulser. Donc il faut qu'on retrouve notre souveraineté et qu'on démontre au monde entier, de manière très simple et très pragmatique,
tous ceux qui aiment la France, nos valeurs, nos modes de vie sont les bienvenus. Mais ceux qui n'aiment pas nos modes de vie, notre culture et notre identité n'ont rien à faire sur le territoire national. Dans la perspective de la présidentielle, les Républicains promettent un départage pour choisir le bon candidat. C'est quoi un départage? C'est un congrès, une primaire? C'est un système qu'il faudra imaginer Oui. de vote. Pour être très franc, parce que moi j'ai pas l'habitude de la langue de bois, et je crois que c'est en plus le titre de l'émission, on va tout faire, tous collectivement, pour qu'un candidat naturel, c'est la décision du bureau politique qui a été prise en option numéro 1, s'impose à partir de l'été. C'est les régionales? C'est les sondages? La présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et de notre peuple. C'est une alchimie, vous connaissez ça par cœur, très subtile. C'est bien sûr un peu tout ça, mais pas que. C'est aussi une histoire, un parcours, le récit et les convictions portées. L'alchimie, on la voit en ce moment, elle est sur Xavier Bertrand. 55% des électeurs de droite disent hier dans le Figaro, ça serait le bon candidat. Pourquoi chercher plus loin? Bien sûr, Xavier Bertrand, par son parcours, sa stature, ce qu'il incarne dans les Hauts-de-France, qu'il est en train de créer avec les Français, apparaît en dynamique, et moi je m'en réjouis, mais notre rôle avec, on décidera cet été, notre rôle avec Christian Jacob, c'est de réconcilier la famille et de rappeler qu'il n'y aura pas une seule personne pour redresser la France. Nous aurons besoin de bâtir une équipe de France, et on aura besoin de Xavier Bertrand, on aura besoin de Bruno Retailleau, de Michel Barnier, de Valérie Pécresse, de nos élus locaux. Ça va partir dans tous les sens. Non, je pense qu'on aura besoin, vous savez, une équipe, on aura besoin d'un entraîneur, d'un sélectionneur, et effectivement, vous avez raison, Xavier Bertrand semble bien placé, mais on aura besoin de tous nos talents pour réparer la France. Il ne s'agira pas de rebâtir la France, de la réparer tant elle est abîmée et fragmentée aujourd'hui. Il ne faut pas un projet mou, dit David Lisnard, maire de Cannes, lui aussi éventuel candidat à ce départage. C'est quoi un projet dur? C'est toujours le problème des mots. Alors, moi, je comprends très bien ce qu'a voulu dire David. En plus, on se retrouve. Moi, je suis le fondateur, vous le savez, de la droite forte. Aujourd'hui, numéro 2 des Républicains. Je crois que quand on fait la politique, il faut être fier de ce qu'on incarne, de ses valeurs. Si on n'est pas fier soi-même de ce en quoi on croit, c'est compliqué d'aller convaincre et séduire. Et la grande erreur commise parfois par la droite ces 10 dernières années, c'est d'avoir abandonné à l'extrême droite des idées sur l'immigration et la sécurité, d'avoir abandonné à la gauche des idées nobles comme la laïcité, l'égalité des chances, l'ascenseur social, la question des salaires, l'Europe, et d'avoir abandonné aux Verts l'écologie. Donc l'idée avec Xavier Bertrand, David Lisnard et tous les autres, Christian Jacob, c'est de nous réapproprier tous les thèmes qui intéressent la France et d'incarner une droite assumée, fière, forte et populaire, capable de rassembler une majorité de Français. Eh bien, Guillaume Pelletier, merci. Bonne journée. Merci à vous.